L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait pour notre émission chronique de fin de semaine, une émission dans laquelle quelques invités se sont glissés. Gilda Leprince, bonjour. Bonjour. Alias Mister Geopolitics. Vous êtes un youtubeur capable de fédérer plus de 60 000 internautes sur le thème pas toujours très sexy de la géopolitique. On verra ça tout à l'heure avec vous. À côté de vous, Charlotte, bonjour. Bonjour Thibault. Charlotte, notre spécialiste revue de presse, qui aime bien aussi fouiner sur le net. Je crois que tu avais d'ailleurs... tu m'avais alerté sur les productions de Gilda il y a quelques temps. En face de Charlotte Solène, qui représente le collectif des mondaines, les blogueuses tendances de Grenoble. Bonjour Solène. C'est ça, salut. Et Solène... je ne suis pas venue seule. Voilà, tu n'es pas venue seule. Ce chantier organisé sur le plateau, on te le doit en partie. Hein. Oui, alors c'est moi qui commence du coup, parce que je suis venue avec Johan, qui est mixologue grenoblois, et qui va nous faire déguster plein de petits cocktails tout au long de l'émission. Mixologue, on peut peut-être juste expliquer ce que c'est, parce que moi, c'est un je terme... l'explique après. Ah, tu l'expliques après, ouais, d'accord. C'est une surprise alors. Voilà. Alors on va commencer par prendre un petit cocktail. Tu nous présentes ce que tu nous as préparé ? Bonjour à tous. Effectivement, alors pour commencer, c'est un cocktail qui est inspiré de la caipirinha et qui va être réalisé avec des liqueurs que je fabrique moi-même. Donc plutôt qu'utiliser de la cachaça, qui est la version brésilienne du rhum agricole, qui est très très fort, je fais des liqueurs moi-même qui vont être beaucoup plus fruités, beaucoup plus accessibles et qui vont faire un produit beaucoup plus facile à boire. Donc là, j'en ai fait un petit panachage. Donc ça, vous allez pouvoir un peu toutes les goûter. Voilà. Donc alors, voilà. On goûte, on finit pas le verre. Voilà, vous en avez un qui est à base de tequila et de kiwi, celui-ci est à base de vodka et de fruits des bois, celui-ci est à base de pêche et de curaçao, et celui-ci est à base de rhum et de fruits du soleil. Voilà, donc ça fait des choses très différentes et très sympas. On a le droit de... Oui, on peut goûter, là. Vous pouvez, c'est bon, ils sont prêts, ils sont faits minutes. C'est un exercice un peu compliqué pour nos téléspectateurs, parce qu'ils ne peuvent pas goûter, ils peuvent regarder, c'est déjà très joli, et puis après ils peuvent nous faire confiance. C'est frais et c'est très bon. C'est excellent. Alors du coup, on va parler mixologie, parce que c'est un vrai métier. En fait, l'art d'être mixologue, c'est d'arriver à créer des nouvelles saveurs, à créer des nouveaux cocktails. Il faut connaître parfaitement les produits, leur goût, leur texture, et arriver à les décliner. Alors Johan, pendant que tu prépares le deuxième cocktail, moi, je vais te présenter. Donc Johan, il a fait ses premières armes en tant que barman à Dublin. Tu me dis si je me trompe. Ensuite, il est passé par l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne. Voilà. Et ensuite, en 2010, je crois que tu as intégré la prestigieuse école, la Bols Bartending Academy. La Bols Bartending Academy, effectivement. Je n'ai pas mis le bon accent, forcément. À Amsterdam, pour devenir mixologue spécialiste du cocktail. Alors, est-ce que vous savez quelle est la différence entre un barman et un mixologue ? Moi, je ne connaissais pas le terme mixologue, donc je découvre aujourd'hui. Peut-être, non ? C'est ça. Va inventer des nouvelles... Tout à fait. En fait, comme l'expliquait Johan, c'est vraiment la même différence qu'entre un cuisinier et un chef. C'est-à-dire que le mixologue, lui, il va créer des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs, il va travailler autour d'un thème donné, il va travailler autour de produits de saison. Et puis, c'est aussi l'art de créer, mais c'est aussi l'art de revisiter des cocktails existants. Les fameux Cosmopolitan, les Bloody Mary, les Blue Lagoon. Voilà, je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais en tous les cas, ça fait partie des bases de cet art nouveau. Le Monaco aussi. Il y a une vraie tendance, effectivement, pour le fait de faire aujourd'hui des cocktails avec de la bière. Ouais. C'est quelque chose qui se généralise. Ouais. Un peu plus en Allemagne que chez nous, mais c'est quelque chose qui existe. Ouais. Monaco, c'est bière, limonade et grenadine. Et grenadine, c'est si je me souviens bien de mes années... lycée, voilà. Collège même. Osons le dire. Voilà, du coup, moi, je donne mon temps d'antenne à Johan qui va nous livrer des petites recettes, des petites astuces pour faire des cocktails à la maison, peut-être ou... Oui, tout à fait. Enfin,
c'est vrai que des cocktails, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a de plus en plus de gens qui en consomment, il y a de plus en plus de bars à cocktails qui sont faits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait arriver chez nous très, très prochainement. Le gros problème, c'est que souvent, il va falloir un petit peu d'équipement. Voilà, bon, voilà, il y a du matos. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça pour faire des cocktails, mais c'est vrai que pour faire chaque fois un cocktail en particulier, il va vous falloir un équipement. Vous voulez faire un deuxième cocktail, il va falloir un deuxième équipement. Enfin, voilà, c'est très chronophage, ça prend de la place, ça demande un petit peu d'argent. Mais bon, je pense que c'est vraiment une tendance qui va vraiment décoller. Donc du coup, là, pour le deuxième cocktail, ce que j'ai choisi comme cocktail, c'est un cocktail qui est inspiré par une création personnelle, qui est inspiré d'un d'un dessert qui a été servi sur le Titanic, le soir où il a coulé. Les passagers de première classe avaient le choix, parmi les 3 desserts, un dessert qui s'appelait Peaches in Chartreuse Jelly, ce qui signifie qu'il y avait de la chartreuse sur le Titanic, quand même, le soir où il a coulé, c'est quand même assez sympa. Et donc, j'ai repris tous les ingrédients qu'on va trouver dans cette recette, et je les ai intégrés dans mon cocktail. Donc on va avoir de la chartreuse verte. Pour les pêches, on va avoir une liqueur de pêche. Il y a des épices qui vont être de la cannelle et de la girofle qui vont être infusées dans la vodka. Le citron, on va utiliser du jus de citron et on va juste le shaker et le servir. Alors ça aussi, c'est un petit savoir-faire dans le... Ça fait pas penser au film Cocktail avec Tom Cruise. On imagine Tom Cruise presque. C'est ça. C'est moi qui ai fait ces cascades. Donc voilà, et on va servir donc dans un verre à cocktail. Alors, ça s'appelle pas un verre à martini, je précise, ou un verre à Cosmopolitan. Voilà. Et donc on va le servir comme ceci. Voilà. Et donc ce cocktail s'appelle le 14 avril 1912. Qui est la date de naufrage du Titanic. Qui est la date à laquelle il a heurté l'iceberg, puisqu'il a coulé le lendemain. Moi, je suis un grand amateur de cocktails, je vais le goûter aussi. Puis c'est pour éviter que cette émission ne dégénère. Vaut mieux que ce soit moi, le pilote, qui soit. Il est bon. Mais il est plus fort que l'autre. Il est plus fort que l'autre. Mais bon, c'est évident, ils allaient couler, donc il fallait leur remonter le moral. Mais... Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais là, on est plutôt en train de mettre en avant un savoir-faire local, puisque Joanne est grenobloise, établie en Chartreuse maintenant. Récemment, c'est bien ça. Ouais. Donc depuis 1 an et demi, basé à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Voilà. Bon, vous êtes bien placé donc, pour travailler aussi la liqueur du Massif. Tout à fait. Voilà, on bosse essentiellement avec des produits locaux. Donc effectivement, la Chartreuse, c'est un produit qu'on va utiliser sous toutes ses formes, que ce soit la jaune, que ce soit la verte. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la gamme, mais bon, on peut vraiment tout utiliser. Et même pour des produits plus simples, typiquement pour mes tisanes, on peut utiliser de la tisane en cocktail. Je travaille avec des grenoblois qui s'appellent comme des tisanes. Pour le maté, il y a aussi une petite boîte grenobloise qui fait du maté. Donc ça permet vraiment de bosser avec des produits qui sont locaux. C'est quoi le maté? C'est un alcool Non, le maté, c'est un produit qui est sud-américain et qui se travaille un petit peu comme le thé, mais qui a beaucoup plus d'amertume et qui a beaucoup de vertus au niveau de la détox, au niveau du bien-être. Et c'est vraiment un produit qui est super tendance aussi. Ouais. Souvent dans des sortes de tasses spécifiques avec une paille en fer. C'est ça, voilà. C'est quand on a pris 3 ou 4 cocktails, il faut mieux prendre un peu de maté derrière pour. Ça peut être une possibilité. Voilà, donc ils utilisent effectivement pour le maté ce genre de paille avec des trous qui permet de boire sans prendre des petites feuilles. Combien d'essais en moyenne avant d'arriver au bon mélange sur un cocktail? Il n'y a pas de Pas de règle. Il n'y a pas de règle, vraiment, ça peut être bon du premier coup, et il y en a, on peut essayer 25 fois, 30 fois, et on n'arrive jamais à faire quelque chose d'acceptable. Bon, c'est comme ça. Le chalumeau, là, enfin, je ne sais pas si c'est un chalumeau. Oui, c'est un chalumeau, et ben ça me fait plaisir que tu fasses référence à celui-là. Je me demandais ce qu'il faisait au milieu de ces... C'est le seul truc qui marche pas, voilà. Donc, d'accord. Voilà, j'avais prévu de flamber un cocktail, voilà, donc je vais l'enlever. Bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on n'aille pas jusqu'à flamber le plateau. C'est petit ici. J'ai vu, parce que j'ai préparé quand même, quand Solène m'a dit qu'elle viendrait avec un mixologue, je me suis renseigné, et j'ai vu qu'il existait même des compétitions de cocktails, il y a des championnats de France, des championnats du monde. Alors, en tant que tel, non, il n'y a pas de championnat de France ou de championnat du monde. Il y a des grosses compétitions qui sont organisées
en général par des marques. Voilà, donc il y a un peu autant de champions de France. Chacune se dit que c'est mon championnat de France et mon championnat du monde, quoi, j'imagine. Mais par contre, il y a 3 grosses compétitions dans le monde qui sont aujourd'hui considérées comme les 3 plus grosses. Et oui, en général, quand vous voyez dans un article dire un tel a été champion du monde, c'est qu'il a gagné un de ces trois. Voilà. Et donc, un de ces 3, c'est une Française qui l'a gagné dernièrement, qui s'appelle Jennifer Lenechet, qui est basée à Paris. Et donc, elle a été World Class Winner, qui est probablement la plus grosse compétition de bar du monde. Voilà. Vous y participez, vous, à ces compètes avec vos créations? Pas depuis très longtemps, mais il faudrait que je m'y remette, ouais. Moi, en tout cas, qui ne suis pas, contrairement à Solène, un habitué de ces boissons mixées, je les trouve plutôt agréables. Voilà, mais je ne vais pas en abuser. Comme tu le dis, il y a un peu d'alcool, même s'il y a des bons produits naturels. Donc, on a encore une bonne moitié d'émissions à faire. Et puis, en plus, j'en ai mis partout. La paille en plastique, Johan, c'est tendance aussi, ça fait partie des... Non, clairement, c'est on ne peut moins tendance, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui, tout le monde essaye plus ou moins de s'en débarrasser. On se rend compte notamment, ici à Grenoble, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte, mais si par exemple vous allez sur des plages l'été, vous allez voir qu'il y a une énorme pollution au plastique, et vous allez voir que parmi cette pollution plastique, il y a des pailles. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est très révélateur de vous dire que vous consommez un cocktail le soir et le lendemain vous voyez cette même paille dans l'océan. Donc il y a vraiment aujourd'hui un mouvement de fond qui consiste à dire on va se débarrasser de tout ce qui est plastique. Voilà. Donc moi j'utilise des pailles en aluminium, voilà, donc qui sont nettoyables et réutilisables à l'infini. Très bien. Je vous laisse à la manœuvre. Je crois que vous avez encore quelques bouteilles à vider. Charlotte, qui n'a pas trop abusé pour l'instant de son cocktail, c'est très bien. Tu as encore les idées claires pour la revue de presse? Je n'ai pas encore fait ma chronique, donc je me réserve pour après. Bon, je te laisse la main. Alors du coup, pour commencer cette revue de presse, Thibaut, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique, à Québec. Alors tu vas certainement me demander pourquoi est-ce que je t'emmène là-bas. Pourquoi tu m'emmènes là-bas? Eh bien, figure-toi que nos tramways ont la côte parce qu'ils ont attiré les caméras québécoises. C'est Radio-Canada qui, à l'occasion des 30 ans du tramway à Grenoble, a réalisé un reportage de 5 minutes avec plusieurs intervenants bien connus des caméras de Télé Grenoble, tels que l'ancien maire de Grenoble, Michel Destot, ou encore Yann Mongaburu, président du SMTC. Le journaliste s'est rendu à Grenoble pour comprendre ce qui fait le succès de ce mode de déplacement dans une ville similaire à Québec. Le coût d'un passage unique est fixé à 1,60 €, soit à peine 2,40 $ canadiens. Présentement à Québec, il faut prévoir 3,50 $ pour monter dans un autobus. La mobilité, c'est un droit. Il faut permettre à chacun, quel que soit son revenu, de pouvoir se déplacer. Yann Mongaburu en étonnera plusieurs par son allure décontractée, mais c'est lui le nouveau président du SMTC, l'équivalent du réseau de transport de la capitale chez nous. Alors, on était un peu préoccupés par les cocktails, mais je suis content de voir que les Québécois doutent du statut de président d'Yann Mongaburu. Hein. Pourtant, il n'y a pas de stéréotype à avoir là-dessus. Tu parlais de Michel Destot. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu là dans l'extrait que tu as choisi. J'ai un extrait aussi, Thibaut. Je prépare bien les choses. L'ancien maire de Grenoble. Exactement. On écoute. Tiré du débat public, Michel Destot souligne pour sa part la façon dont le tramway a transformé Grenoble. On a reconquis, comme on dit, l'urbanisme de cette ville qui n'était pas peut-être extrêmement belle. Quand vous avez des villes comme Lyon ou Bordeaux, qui sont des villes très unies, très belles, évidemment Paris. Bon, c'est étonnant, un ancien maire qui dit que sa ville n'est pas si belle que les autres. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'est plus en fonction. En tout cas, on n'a plus trop l'occasion de l'avoir sur les antennes de télé, l'ancien maire de Grenoble, sauf si on regarde la télé au Québec. Alors, autre événement isérois qui fait parler de lui à l'étranger, c'est le festival Tomorrowland Winter qui se tient à l'Alpe d'Huez, notamment en Belgique, avec nos confrères de la RTBF. Un petit peu normal, puisque je rappelle que ce festival a été créé par nos amis belges. Un reportage a même été consacré dans leur journal de 13h. Mais tout d'abord, imaginez une station de ski entièrement privatisée pour organiser un festival de musique. C'est le cas actuellement à l'Alpe d'Huez, où le festival Tomorrowland Winter a pris ce quartier. Une semaine de fête pour les amateurs de musique, une aberration pour les écologistes. Alison Delpierre. C'est l'un des plus grands festivals électro au monde. Tomorrowland débarque ici pour sa première version hiver. 25 000 festivaliers, dont un tiers de Belges, vont s'emparer de l'Alpe d'Huez pendant une semaine. Une station privatisée pour l'événement. Il n'y avait pas que des Belges, il y avait des nationalités
diverses et variées, je crois près d'une centaine, qui ont participé à cette première dans la région. Je résiste pas, puisqu'on parle de Tomorrowland, à vous montrer cette photo publiée dans le Dauphiné libéré du 13 mars. Alors, Solène, tu l'as reconnu, il y a 193 grammes de cocaïne, 740 comprimés d'ecstasy, 26 sachets de MDA, des amphétamines, 44 comprimés de LSD, 14 ampoules de GHB et 11 000 €, c'est ça que tu avais reconnu, en espèces. Ils ont été découverts dans le coffre d'un des tuffeurs hollandais qui venait au festival, je pense pour danser, essentiellement. Donc, voilà, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est, si on en croit cette photo, c'est que les tuffeurs du Tomorrowland ne consomment pas de cannabis. Voilà. C'est vrai. Alors, autre ambiance sur M6, cette fois-ci avec le premier numéro de Contre-enquête. Alors, pour ce nouveau magazine d'investigation, la chaîne est revenue sur le meurtre de Maëlys et de l'affaire Lelandais, notamment avec le témoignage de la maman qui a expliqué comment Nordal Lelandais s'était invité au mariage où il a enlevé Maëlys. Une semaine avant le mariage, il a fait un déménagement d'un invité qui lui a dit qu'il était invité au mariage de mon cousin. Et puis lui, après, il a eu le téléphone de mon cousin et qu'il l'a appelé pour savoir s'il pouvait venir à l'apéro. Donc c'était une semaine avant. Puis mon cousin, il a dit bah oui, tu peux venir au vin d'honneur. Et puis voilà, c'est comme ça que. Mais il n'était pas invité au départ, c'est une semaine avant qu'il a décidé ça. Votre cousin, il le connaissait? Oui, c'était une connaissance. Oui, c'est une connaissance. Il était au collège avec lui. Alors qu'il ne connaît quasiment personne, le jour J, Nordal Lelandais apparaît sur cette photo prise au mariage en t-shirt et bermuda, particulièrement à l'aise. Bon, il n'y a pas que des sujets festifs dans cette revue de presse. Exactement, mais on rappelle que même si l'émission s'appelle Contre-enquête, que l'affaire est toujours aux mains de la justice et que ce premier numéro n'a rassemblé que 1,55 million de téléspectateurs. C'est donc un flop pour la chaîne en prime time. Il faut dire que l'affaire Maëlys, on en parle dans tous les médias depuis des mois et des mois. Voilà. Dernière info de cette revue de presse. Un peu plus légère, je promets. Alors, on va finir cette revue de presse avec un Isérois qui a fait parler de lui dans le Télérama de cette semaine. Alors, il s'appelle Robin Julien. C'est un jeune Visillois de 16 ans qui a lancé sa grève scolaire pour le climat avec un dossier intitulé « Les jeunes pousses vont-elles sauver la planète ?» Alors, vendredi 1er février, au lieu d'aller à l'école, Robin, il s'est assis sur le banc de la cour. Il a mis son cartable à ses pieds avec une pancarte « Manifestation pour le climat ». C'est l'une des premières manifestations de ce type en France, peut-on lire dans l'article. Alors on salue le geste, d'autant plus qu'il se trouve aux côtés de Greta Thunberg, qui était la jeune Suédoise qui avait porté un discours très poignant lors de la COP24 contre les dirigeants pour s'occuper de la planète. Donc c'est quand même la grande classe. Bon, moi j'ai pas regardé M6 jeudi soir avec la contre-enquête, la énième contre-enquête Lelandais. Mais j'ai regardé France 5, il y avait un documentaire qui s'appelait « Les conquérants des sommets » qui retraçait l'histoire de la montagne et de l'alpinisme avec de nombreux témoignages. Et parmi les personnes interviewées, il y avait un Isérois, le Grenoblois Paul Petzel, qui a développé avec sa société basée à Crolles plein d'équipements pour la pratique de la montagne, dont le fameux Grigri, un système qui permet aux grimpeurs de s'auto-assurer. Et le savoir-faire de cette entreprise iséroise a largement dépassé nos frontières. La preuve avec ce petit extrait. Quand, en septembre, il y a eu les tours qui se sont effondrés, les pompiers de New York sont venus nous voir et nous ont demandé de faire un outil pour s'évacuer. Et sortir par une fenêtre et se jeter par une fenêtre. Et donc, on leur a fait un appareil à partir de l'idée du gris-gris. Vous imaginez la fierté. Le gris-gris isérois qui équipe maintenant les pompiers new-yorkais. Johan, pendant cette revue de presse, j'ai l'impression que ça a bougé. Ouais, du coup, on s'est un petit peu activé. On va changer de gamme. Là, les deux premiers cocktails qu'on a fait, c'était à base de citron. C'était quelque chose de très frais, de très estival. Là, on va passer sur une boisson un peu plus d'hiver, qui est inspirée d'un cocktail qui s'appelle le Old Fashion, que vous avez dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Sauf que là, donc, on a fait une variante et on va rajouter un petit peu d'amertume avec du maté, justement. On utilise uniquement du scotch. On utilise deux types de sucre, là où normalement on n'utilise qu'un seul. Et en plus, pour faire en sorte de faire ressortir un peu les arômes de bois du bourbon, on va fumer le cocktail. Oula. Attention, il y a du matériel inflammable là, autour. Là. Oula, oui. Ce cloche. Ah ouais. Oui, il faut un petit peu de matériel quand même. Ensuite,
si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même faire des cocktails à la maison. N'allez pas croire que c'est essentiel. Voilà. Et donc l'idée va être de faire un cocktail qui va être très fort, très spiritueux, mais qui en même temps va avoir, je dirais, une saveur fumée qui va le rendre absolument unique. Voilà. On a également aromatisé la sciure de bois, donc on a utilisé une sciure de pommier, avec des huiles essentielles, voilà, qui vont plus redonner un petit goût. Bon, on comprend très bien avec cette démonstration que c'est technique. Le job de mixologue, c'est pas simplement mélanger un peu de vodka avec un peu d'orange et de rajouter un glaçon. Ça va beaucoup plus loin que ça. Solène et Charlotte ont le droit de goûter puisqu'elles ont fini leur partie. Gilda, on va attendre un petit peu puisque ça va être à vous. Après. On va parler de géopolitique. Alors, je ne sais pas si la géopolitique des cocktails, ça pourrait être un super sujet. Un sujet. Ça pourrait être un super sujet. Johan a travaillé dans plein de pays différents. Je pense qu'il y a des influences un petit peu partout. Mais vous n'êtes pas venu à Grenoble pour ça. Vous étiez l'invité... des cocktails, pas que. Pas que. Vous étiez l'invité du 11e festival géopolitique qui était organisé cette semaine. Il y avait le ministre Nathalie Loiseau, négociateur du Brexit Michel Barnier, qui devait venir. Eux ne sont pas venus. Retenu, oui. Vous avez été fidèle à l'événement. Vous avez animé plusieurs conférences. Qu'est-ce que vous racontez justement dans ces conférences? Alors, le festival, ça réunit énormément d'experts en fait, sur des sujets très pointus. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont proposé de venir pour avoir un angle complètement différent, pour en fait vulgariser des grands sujets et pour en fait parler au grand public, mais pas du tout avec un regard d'expert, pour vraiment avoir un regard de jeune qui dit aux autres jeunes, regardez, je connais pas ces sujets, je m'y intéresse, je vais travailler ces sujets-là. Une fois que je les comprends, je vous les explique. Donc en fait, on est entre les profs et les jeunes, en fait. On a une sorte d'intermédiaire en plus. Un médiateur. Une sorte de médiateur, de passeur de savoir, un peu à la Fred et Jamie de C'est pas sorcier. Et donc voilà, donc sur YouTube, il y a tout un gros groupe de vulgarisateurs, donc plein de domaines différents, en philo, en maths, en sciences et tout. Et il y a de plus en plus de vulgarisateurs en médecine, dans le droit. Et moi, j'ai pris un créneau qui est le créneau géopolitique. Qui n'était pas évident à imaginer pour une chaîne YouTube, mais vous l'avez osé. Ça a été un, comment dire, fallait se dire que de toute façon, il y avait un énorme travail d'apprentissage parce qu'on n'arrive pas en général, on voit bien la moyenne d'âge des gens qui sont experts dans ces domaines-là. C'est des sujets qui demandent du temps, de l'apprentissage. Donc je savais que de toute façon, j'aurais un processus d'évolution qui allait prendre du temps. Et là, j'en suis à ma 3e année de travail sur cette chaîne. Et je commence enfin vraiment à me sentir un peu plus légitime parce qu'il y a certains sujets que je maîtrise mieux, que j'arrive mieux à expliquer. Mais encore une fois, je ne suis pas expert. Moi, je me considère vraiment comme un passeur de savoir ou comme un vulgarisateur. Alors, la chaîne s'appelle Mister Géopolitique. C'est votre personnage que vous jouez. Vous imagez beaucoup vos vidéos. Donc en fait, pour faire passer des messages aux jeunes, il faut trouver des angles intéressants. Donc on peut parler de musique, on peut parler de films, on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de plein de choses. Moi, mon objectif, c'est de parler entre autres du voyage en fait, et de mixer géopolitique et voyage, puisque c'est aussi comme ça que j'ai découvert en fait la géopolitique. Et donc du coup, c'est un peu mon angle d'attaque, et j'ai besoin que ce soit très visuel pour que les jeunes soient pas juste. Mon objectif est un peu double, c'est pas juste leur donner des connaissances, c'est aussi leur donner envie de découvrir le monde, de par eux-mêmes, d'aller voyager, d'aller comprendre des choses, de s'intéresser. Et donc forcément, ça passe aussi par une forme qui est aussi alléchante que le fond finalement, qui est aussi important. C'est votre métier aujourd'hui C'est mon métier. Alors c'est encore très mouvant parce qu'en fait, on est des métiers un peu hybrides qui sont encore en construction. Administrativement parlant, on est entre plein de cases, on ne sait pas trop comment évoluer. On commence de plus en plus à être pris au sérieux dans la partie vulgarisation parce que les gens se rendent compte qu'effectivement, on peut travailler avec une déontologie comme peuvent le faire des journalistes ou comme peuvent le faire des universitaires. Et donc l'idée, c'est vraiment de garder en fait une déontologie dans le travail, de comment est-ce qu'on recherche l'information, comment est-ce qu'on la restitue, comment est-ce qu'on la traite, est-ce qu'on la biaise, comment on se rémunère, parce que ça peut aussi orienter la manière dont on parle des choses derrière aussi. Donc tout ça, en fait, finalement, c'est un peu comme un métier de journaliste, mais on casse certains codes. Et donc on fait un peu comme on peut. Je trouve que l'image est assez parlante de faire l'analogie avec un musicien qui commence dans son garage avec les instruments de musique qu'on lui a offert pour Noël et tout. Et puis il monte en gamme petit à petit. Après il est recruté par un studio. Après il grossit, il a plus de matos, il fait des concerts. Un youtubeur c'est pareil, il commence dans sa chambre avec sa caméra ou son téléphone. Puis petit à petit après il se fait remarquer, il fait des conférences, il sort des bouquins. Et en fait on grossit un peu de la même manière. Donc c'est un peu l'école de la bidouille. Mais finalement à la fin on se construit un peu et donc on gagne aussi en crédibilité auprès d'autres acteurs. Aujourd'hui vous avez plus de 60 000 personnes à vos concerts, c'est les abonnés de votre chaîne, ça fait une belle salle de spectacle. Et même si vous abordez parfois certains sujets légers, c'est toujours avec un angle sérieux. Regardez ce petit extrait que j'ai pris complètement au hasard, Solène.
pour la première carte, on va s'intéresser à l'âge moyen du premier rapport sexuel. Et il faut croire que plus il fait froid et plus les gens le font tôt, puisque ce sont les Islandais qui détiennent la palme avec un âge moyen de 15 ans. Tous les pays en jaune clair sont des pays dans lesquels aucune information n'est disponible sur le sujet. En revanche, on a beaucoup plus de données pour la carte suivante qui nous montre combien de temps en moyenne les gens de chaque pays restent sur des sites pornographiques. Et il est difficile de faire une corrélation entre ces deux premières cartes, sauf éventuellement pour la Chine et la Malaisie qui figurent parmi ceux qui restent le plus longtemps sur ces sites, et ceux qui ont un premier rapport sexuel le plus tard en moyenne. Donc voilà, si on regarde trop les sites, on a des rapports trop tard également. C'est un très bon exemple de tout ce que j'ai pu faire. Bon, c'est un petit montage, la vidéo complète fait 5 minutes. Il y a énormément de vidéos chez vous. Et ça prouve bien justement qu'on peut parler vraiment de tout en fait. La géopolitique, moi je casse les codes, c'est-à-dire que je ne reste pas sur le domaine de la géopolitique. On déborde sur de l'économie, on déborde sur de la socio, on déborde sur plein de choses. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on intéresse les jeunes, parce que si on parlait que de trucs très traditionnels, peut-être que ça intéresserait moins de monde, quoi. Ouais, vous êtes amusé, je ne sais pas si c'est le bon mot, à recenser les murs qui séparent les différents pays sur la planète, près de 40 000 ou plus de 40 000 kilomètres de frontières. 40 000, si on mettait tous les murs qui sont construits, ou les barrières, parce que c'est souvent des barrières grillagées plus que des vrais murs comme on peut le voir entre les États-Unis ou le Mexique, ça fait 40 000 kilomètres. Donc pour avoir une analogie, c'est la circonférence du tour de la planète en fait. Donc si on mettait tout bout à bout. Et voilà, il y a plein de choses intéressantes à découvrir de façon un petit peu ludique sur la chaîne Mister Geopolitics. On espère que vous reviendrez pour le prochain festival à Grenoble. Maintenant que vous connaissez les lieux, et puis vous savez que vous êtes bien accueillis. Je sais qu'il y a des cocktails, moi je reviens. À Télé-Grenoble. Un petit truc d'adieu, Joanne. Il n'y a pas d'alcool. Ah, voilà, il sait me parler, Joanne. Je précise, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas de bar, mais qu'on peut vous prendre vous commander à la soirée. Hein. C'est ça. Pour l'instant, pas de bar, effectivement. Ouais. Comment on fait? Il y a un site internet, je crois, où on peut retrouver vos coordonnées? Tout à fait, il y a un site internet où vous pouvez faire appel à nos services. Donc du coup, là, pour terminer, on va faire un petit Blue Blazer. Alors bon, malencontreusement, il y a un peu trop de lumière, on voit pas, mais c'est enflammé. Je crois qu'on a perdu Thibaut. Non, mais je me suis fait piéger. J'ai fait confiance à Solène qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'alcool. Voilà. C'est pour le petit reportage. Donc voilà, là, on est en train d'enflammer un cocktail. Et on va jeter le liquide enflammé sur Solène. Je sais pas si on voit, mais il y a des flammes. Hein. Ouais, non, mais on les a même entendus. Voilà, et donc c'est un cocktail qui s'appelle le Blue Blazer et que j'ai modifié un petit peu. C'est en rajoutant une liqueur de thé, voilà, qui va rapporter un petit peu de rondeur au produit final. Voilà, et donc on va servir. Oh là là. Hein, on dirait du vin chaud presque. À la couleur près. C'est ça, exactement. Voilà, et donc, ça se boit chaud. Donc, c'est vraiment typiquement un cocktail de saison. Voilà. Et donc, pour terminer... Est-ce qu'il se risque à le boire comme ça? Solène, t'es encore de la place? On a enlevé beaucoup d'alcool, du coup. Il a flambé. Vu qu'on l'a flambé, on a enlevé beaucoup d'alcool. On a enlevé beaucoup d'alcool. Bravo, merci Joanne d'être venue nous présenter ce métier mixologue, que moi personnellement je ne connaissais pas, mais je viens de découvrir que c'était quelque chose de très technique. Merci à vous, merci de votre invitation. Et j'espère que si vous reprenez des compétitions, on aura l'occasion de vous accueillir ici en tant que champion de France ou pourquoi pas champion du monde. Eh bien, donnons-nous rendez-vous. Eh bien voilà, c'est fait. Nous, on se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine émission de Si on parlait, puisque c'est une quotidienne. J'étais très content de finir cette semaine avec vous. Santé à tous. Santé. Santé. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.